le moral sera atteint, et puis demain, quand on va dire qu'on recrute les gens ne vont pas se bousculer. Je me rappelle qu'il y a 2 ou 3 ans, on voulait recruter les gens dans l'armée. Les jeunes ne se sont pas bousculés comme ils se bousculaient avant, parce que les gens ont compris que maintenant l'armée, c'est la guerre. Avant, l'armée, c'est pour protéger exclusivement le pouvoir des Nassingbe et de frapper sur les civils. Mais maintenant, c'est véritablement la guerre. C'est ça. Et ça, c'est l'ascendant psychologique que les barbus ont sur les armées traditionnelles. Voilà. Il y a ce côté de patriotisme aussi qui manque quelque part. Hein. Le patriotisme, d'accord, mais les gens ne vont pas mourir par patriotisme pendant que d'autres sont dans la capitale en train d'avoir 2 femmes, 3 femmes. Formula, ouais. Tu as lu dans mes pensées. Ma question justement à Faux Ferdinand, c'était pour rebondir sur la tienne, est-ce que, enfin bon, moi c'est plus un secret pour personne hein, que je suis votre journal, je suis abonné et j'ai vu il y a 4 ou 5 articles hein, que vous avez déclinés à l'égard de cette guerre entre les terreaux et l'armée régulière togolaise. Et alors, Formula disait à l'instant le fait que ces terreaux gagnent de plus en plus de terrain. Est-ce que, Faux Ferdinand, vous pensez que incessamment, il peut y avoir une attaque sur la capitale? Non, pas pour le moment, non, parce qu'ils sont encore très loin. Non, pas pour ça. Ils sont pas bêtes, hein, ces gens-là. Quand vous lisez des documents comme ces genres de rapports ou d'autres documents, ou des livres qui sont vraiment documentés, hein, il faut beaucoup lire les livres qui sont vraiment documentés. Vous allez constater que leur objectif d'abord, c'est de prendre le contrôle des campagnes. C'est de prendre le contrôle des campagnes, des faubourgs, où ils installent leur système. Donc, ils installent la charia, et ils lèvent les impôts qu'ils appellent la zakat, ils contrôlent les ressources, et donc ça leur permet de convertir beaucoup de gens à leur idéologie, de s'armer, et maintenant d'avancer petit à petit vers d'autres localités plus lointaines. Parce qu'ils ont besoin d'avoir une grande zone d'opération pour pouvoir diffuser leur idéologie. Donc, pour le moment, vous allez voir que dans la plupart de la zone sahélienne et par extension vers nous, ils s'occupent beaucoup plus des campagnes. C'est ce qui les intéresse parce qu'ils ont besoin de convertir beaucoup de gens. Les endroits où il y a la pauvreté, où l'État n'existe pratiquement pas, où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas véritablement des choses qui peuvent... Vous voyez, la région des savanes, c'est la région la plus pauvre du Togo en termes de... Quand vous lisez tous les rapports de l'indice humain pour le développement, la région des savanes, c'est la région la plus pauvre du Togo. Et donc, les jeunes qui sont dans ces régions-là et qui n'ont pratiquement pas d'activité sont obligés d'aller travailler dans les mines au Ghana. Les mines au Ghana qu'on appelle les galamsay. Donc les gens vont travailler dans les mines au Ghana, donc c'est de leur paillage clandestin. Ils gagnent de l'argent et ils reviennent dans leur localité pour investir, construire des maisons parce qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'infrastructure. Et donc tout ça, c'est un terreau fertile à ces gens-là. Vous voyez. Et donc, et puis n'oubliez pas qu'il y a aussi la question de la transhumance avec les bœufs. Et donc l'éternel problème entre nomades et sédentaires qui s'ajoute à cette histoire de barbus, et ça constitue un cocktail assez explosif. Et l'État est là depuis des années, il n'a pas su résoudre le problème de la transhumance. Oui, Fantôme, attends, on va te donner la parole. Alors, je disais que il y a toujours ce problème de transhumance là qui est toujours là depuis des années. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à trouver une seule solution pour régler ce problème-là. Ouais. Mais au-delà de ça, quand on parle des barbus, mais il y a une question élémentaire que les gens ne se posent pas et sur laquelle les États n'agissent pas. Ayons le courage de dire les choses avec beaucoup de clarté. Les barbus se déplacent comment? À moto. Et sont dans les Ils se déplacent à moto. Et pourquoi nos États ne contrôlent pas la filière des motos? Qui sont ceux qui importent les motos dans nos pays? Parce que c'est ça le problème. Les motos là, qui sont ceux qui contrôlent le circuit des motos dans nos pays?
Les Chinois, non? Ah, mais c'est ça. C'est-à-dire, bon, eux, ils vendent les motos. Eux, ils fabriquent les motos pour venir les vendre. Mais qui sont ceux qui les importent et qui les vendent? Normalement, au Burkina, on avait tenté de limiter l'usage des motos dans certaines localités. Vous voyez? Parce qu'ils savent que c'est avec les motos qu'ils agissent. Si, par exemple, on contrôle la filière des motos, parce que la filière des motos chez nous en Afrique, c'est une filière, c'est une mafia. Et les dirigeants ont des intérêts dans les sociétés qui importent les motos. Ça, c'est un débat qu'on n'a jamais ouvert. La question des motos. La question des motos. Si, par exemple, on décide, parce qu'il y a des motos que des gens viennent acheter, par exemple, à Lomé, qui se retrouvent, peut-être, ou des gens viennent acheter à Cotonou, qui se retrouvent dans la brousse. Ça, c'est facile, ça. Et donc, il y a la question des motos. Après, il y a tout le problème de financement des armes qui circulent et tout ça. Mais ces gens-là, avant d'avoir aujourd'hui des voitures, parce qu'ils attaquent des casernes, ils récupèrent des voitures. Par exemple, quand ils ont attaqué le Togo plusieurs fois, ils ont récupéré des armes lourdes, ils ont récupéré des voitures. Mais avant de faire ça, ils avaient des motos. Et qui contrôle la filière des motos? C'est ça. Et pourquoi nos États n'agissent pas pour limiter la question des motos? C'est aussi ça le problème. Ouais, c'est point d'interrogation. Ça, c'est une grande question. Hein. C'est pas une petite question. C'est ça aussi le problème. Donc, vous voyez, donc ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Et donc, aujourd'hui, dans cette zone-là, où vous avez beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'avenir, qui ne travaillent pas, si on vient leur proposer une moto pour rentrer, pour être enrôlé dans ces entreprises criminelles-là, les gens seront tentés d'aller. Parce que celui qui a une arme, il a le pouvoir. Hein. Ah oui, ils sont recrutés. Faux Ferdinand, il y a un point important quand même. Et là, on sait que les terreaux, ils sont puissamment... Oui, juste une dernière question. Ils sont puissamment armés. Est-ce que, eu égard aux armes pointues qu'ils ont, peut-on penser qu'ils sont soutenus par un État? C'est une question très complexe. Et factuellement, on sait qu'aujourd'hui, ils récupèrent beaucoup d'armes en attaquant des casernes. Et vous voyez les vidéos, quand ils prennent des armes, ils les publient, hein, puisque eux aussi font de la propagande maintenant. Quand ils attaquent une caserne, qu'ils récupèrent des armes, ils les publient carrément. Maintenant, ils ont même des blindés. Ils ont même des blindés. Mais ça n'empêche pas que dans tout le Sahel, là-bas, jusqu'à la Libye, il y a des circuits de trafic d'armes qu'ils reçoivent. Bon, est-ce que ça vient des puissances? Bon, je ne saurais le conclure ainsi, mais il y a toujours des marchands d'armes, certainement, qui profitent de la guerre pour vendre des armes un peu partout dans cette localité. C'est une économie criminelle, hein, c'est une économie de guerre. Les gens qui produisent des armes, ils ont besoin de les vendre. Et vous avez entendu les gens de l'Azawad qui ont récupéré des drones auprès des Ukrainiens. Les Ukrainiens leur ont appris à manipuler des drones. Donc, ces drones-là, certains se retrouvent dans les mains de ces barbus-là. Et donc, vous voyez qu'on est carrément dans une autre dimension par rapport à ces genres de conflits. Razak, tu voudrais poser une question? Ouvre ton micro. Razak, tu es là? Ton micro est fermé, hein? Oui, je suis là. Merci à vous, Milaoué. Et bonne arrivée, Faux Ferdinand. Et un compatriote qui vous suit depuis le pays. Bon, moi, je n'ai pas trop de questions particulières, hein, parce que depuis que moi je vous suis, je fais toujours mon analyse, je lis entre les lignes, je décrypte un peu ce que vous dites et franchement, moi-même, je tire les conclusions. Je suis ravi de vous avoir sur le panel et de partager encore votre connaissance avec nous tous ici. Donc moi, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci. Et n'oubliez pas que cette histoire a commencé, c'est pas aujourd'hui, hein. Il faut remonter à 30 ans avec l'Algérie, avec le problème qu'il y a eu en Algérie, avec le Front islamique pour le salut, avec Abbassi Madani et Ali Belhadj. Peut-être qu'il y a des jeunes qui n'ont pas connu cette période-là. Et le fils qui avait pris le pouvoir à Alger, qui a été combattu et puis vaincu. Et donc, le reste du peloton du fils a été repoussé dans le Sahel. Et c'est comme ça qu'ils se sont disséminés un peu dans le Sahel.
Sahel. Et à partir des années 98, 99, ils ont conquis beaucoup de territoires dans le Sahel. Et puis après, il y a eu la crise libyenne qui a aussi accentué maintenant la situation et qui a débordé pratiquement vers les pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Donc c'est une gangrène qui vient de très loin. C'est depuis les années 90 avec le fils en Algérie. Il y a aussi nos États qui sont incapables de contrôler leurs frontières, hein, leur territoire. Oui, mais qu'est-ce que nos États peuvent faire? Regardez un pays comme le Mali, c'est des pays qui sont très vastes. Regardez un pays comme le Niger, c'est des pays qui sont très vastes, c'est 1 million de kilomètres, je ne sais pas quoi, de territoire. Et c'est pas facile de contrôler ces pays-là. Combien de militaires vous pouvez lever pour contrôler l'ensemble de ces territoires-là? C'est pas évident. C'est pas évident parce que ça nécessite beaucoup de ressources financières, beaucoup d'hommes pour pouvoir contrôler et beaucoup d'armements, de moyens de surveillance du territoire pour pouvoir contrôler ces territoires-là. C'est là les faiblesses structurelles de nos armées. Parce que généralement, nos armées en Afrique, à part quelques pays d'exception, les militaires ne sont pas faits en réalité pour préserver l'intégrité du territoire. Les militaires sont beaucoup plus formés pour être les garants d'un pouvoir dans la capitale. En réalité, c'est ça. Donc, à partir du moment où vous avez la donne qui a changé, maintenant, il faut changer la manière de voir les choses. Aujourd'hui, par exemple, au Togo, les militaires togolais n'ont jamais connu véritablement une guerre. C'est maintenant, depuis 5 ans, qu'ils font face à une menace réelle. La seule chose qu'ils ont connue, c'est des missions de paix des Nations Unies. Et les missions de paix des Nations Unies sont sous le registre parfois de la paix, mais aussi des missions parfois de légitime défense quand elles sont attaquées. Mais une véritable guerre, on n'en a pas connu. Mais maintenant, on est dans cette phase-là. Et il faut réadapter le moral des troupes, il faut s'équiper, il faut changer la mentalité de l'armée. C'est ça la réalité. Mais quand vous prenez des pays comme l'Angola, c'est des pays qui ont été construits sur la guerre. Donc eux, ils ont le reflet de la guerre. Vous voyez. Ou vous prenez un pays comme le Zimbabwe, c'est des gens qui ont passé tout leur temps à faire la guerre. Donc eux, l'armée est déjà guérie pour la guerre. Contrairement à nous. Ouais. Ah oui, nous, l'armée, c'était pour préserver le pouvoir. Et puis ils sont mal payés, nos militaires sont mal payés aussi. Ils sont pas payés aussi. Fantôme, ça attends. Et no way. Tu as une question à poser, Ferdinand? Ton micro est fermé, no way. Oui, le Tchad aussi. Le Tchad aussi est un pays qui n'a fait que la guerre. Ouais. D'accord. Et aussi pour aborder le sujet, c'est que moi, je me pose la question, aujourd'hui, les populations qui se refugent à l'intérieur du pays, je ne sais pas si Ferdinand l'info, s'ils ont un soutien, quelque chose, quoi, je ne sais pas trop. Puisque voilà, on apprend qu'il y a des gens qui sont décapités. Oui, il y a beaucoup de projets. Est-ce qu'ils ont des soutiens? Oui, il y a beaucoup de projets. Dans la zone des savanes. Reste à savoir comment ces projets sont gérés. Sinon, Ditri avait documenté plusieurs projets. Je pense qu'avec lui, on avait eu une documentation de plusieurs projets dans la région des savanes. Il y a aussi le côté humanitaire. Il y a plusieurs interventions sur le plan humanitaire. Maintenant, c'est clair que c'est une région qui est extrêmement pauvre. Et donc, quels que soient les projets, je pense qu'il y a des préoccupations. Lorsqu'on déplace les populations, il faut les nourrir. Lorsqu'on demande aux gens de quitter les villages pour s'installer ailleurs, il faut les nourrir. Et lorsqu'on interdit aux gens de cultiver certaines plantes, parce que quand les plantes prennent de la hauteur, les barbus peuvent se cacher des gens à attaquer, il faut leur trouver des solutions de substitution pour pouvoir travailler, vivre. Donc, vous voyez que le problème est assez complexe parce que quand vous déplacez des gens d'un point X vers un point Y, mais le point où vous les amenez, il y a aussi d'autres populations qui sont déjà dans cette zone-là. Donc, ça pose déjà le problème d'occupation des terres et donc des problèmes entre les communautés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Oui. Si, vous avez un village qui est à un point A. À cause de la menace des barbus, on leur dit d'évacuer la zone. Vous voulez les installer vers le point B. Les communautés qui sont au point B aussi ne sont pas prêtes de les accepter parce que ça pose un problème d'occupation des terres. Donc,
il y a d'autres conflits qui naissent de ces bouleversements de toute la région. Et les terreaux en profitent. Exactement. Ils récupèrent ça, ouais. C'est dommage, hein, ce qui nous arrive. Hein. Et nos États doivent faire des efforts pour contenir cette menace le plus vite possible. Hein. Ils ne le feront pas. Ça va être très compliqué parce que d'abord, ça leur sert. Pour certains États, c'est un argument pour durcir leur pouvoir. Par exemple, pour le Togo, par exemple, à cause de ces attaques-là, le Togo a durci toute sa législation. Je vous ai parlé tantôt des journalistes qui n'ont pas le droit d'aller là-bas pour faire quoi que ce soit. On a voté des lois contre le terrorisme. Si demain vous développez un argument qui ne plaît pas au pouvoir, on va dire que vous êtes un terroriste et puis on va vous appliquer ça. Et donc ça permet, c'est devenu un instrument pour les régimes parfois autoritaires d'écraser toute opposition dans le pays et d'interdire des manifestations. Par exemple, vous ne pouvez pas, on peut évoquer la menace des terreaux pour interdire une manifestation, par exemple dans la capitale ou même dans une ville de l'intérieur, en disant que derrière votre manifestation, peut-être qu'il y a des intentions malveillantes. Donc, c'est une situation que les pouvoirs en place instrumentalisent aussi pour consolider les piliers de leur régime et museler toute voix discordante dans le pays. Et donc, voilà, chacun tire les marrons du feu là où ça l'arrange. Et pourtant, eux-mêmes, ils organisent des manifestations tout le temps. Donc, faut Ferdinand veut dire à quelque chose. Et Razak, attends, patiente-toi, on ne prend pas la parole comme ça, s'il te plaît. Jobo, monsieur Jobo, bienvenue. Tu as une question posée, Ferdinand? Oui, il y a quelqu'un qui dit les officiers supérieurs font du business dans cette histoire, et c'est vrai. Plusieurs fois, il y a des gens qu'on a changé dans l'opération Condouaré parce qu'ils ont détourné les primes des gens qui sont sur le terrain. Si on dit de donner 20 000 francs aux gens comme prime, peut-être qu'on leur donne 10 000. Donc, vous savez, la guerre, c'est toujours une occasion de business pour beaucoup de gens. Pour la hiérarchie, pour un certain nombre de réseaux, certains en profitent. Et ça, c'est connu de tous les temps. Hein. Voilà. Et si on vous envoie acheter des armes, si vous achetez une Kalachnikov à $1,000, c'est un exemple que je donne. Hein. Si vous dites que c'est $1,500, mais voilà, vous gardez les $500. La surfacturation. Ah, exactement. Bah, avec ça, on va pas gagner la guerre là. Hein. Si on continue, les généraux, les officiers continuent à se comporter comme ça, c'est déjà moi. Regardez un peu, quand vous prenez beaucoup d'officiers aujourd'hui au Togo, beaucoup d'officiers, hein, et c'est peut-être un aspect que les gens ne voient pas. La plupart des officiers aujourd'hui au Togo, à partir des grades de colonel, commandant, colonel, ils envoient leurs enfants à l'extérieur. Beaucoup plus au Canada, aux États-Unis. Pourquoi ils le font? Ils envoient leurs enfants à l'extérieur. Ils font partir leurs enfants. Ils le font. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que ça va pas dans le pays. Mais c'est ça. Ils savent sur quoi ils sont assis aussi. Mais c'est ça. Ils préparent leur avenir, quoi. En gros, c'est ça. Ils sont pas bêtes. Pendant ce temps, ils nous laissent mourir la gueule ouverte, j'ai envie de dire. Si je peux me permettre, cher monsieur Milawe et monsieur Ferdinand Haïté, bienvenue. Hein. J'ai juste une question à vous poser. C'est vrai qu'on est en train là, on est là plutôt en train de motiver la population togolaise de parler et tout. Je suis la première à dire qu'il faut qu'ils dénoncent. On est beaucoup à le dire qu'il faut la dénoncer. Tout ça puisqu'ils interdisent aux journalistes de venir là-bas. Vous-même, à un moment donné, vous ont mis ça sur le dos en disant que vous financez le terrorisme, alors que c'est pas le cas. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter d'autre comme conseil pour la population, s'il vous plaît, pour qu'on puisse... Il y a que nous qui pouvons faire quelque chose de ce qu'on a compris. Il y a pas d'autres personnes qui peuvent nous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de s'indigner et de dénoncer? Merci bien. Merci madame. Le fait déjà de dénoncer est une bonne chose. Dénoncer, mais aussi sensibiliser les gens, parce que les populations et l'autre, elles sont totalement délaissées. Aujourd'hui, je ne sais pas. Normalement, dans un pays qui se retrouve dans cette situation de guerre, un chef d'État qui en est conscient, en réalité, il appelle toute la classe politique à une réunion.
On le voit quand il y a en France par exemple, on sait très bien que les tendances politiques sont très fractionnées en France, mais quand la France veut aller dans une situation de guerre, même si le président a tous les pouvoirs, il invite à l'Élysée tous les partis politiques, y compris le Front National, pour dire voilà ce que nous vivons dans le pays, parce que c'est le président qui a les renseignements, c'est pas les opposants qui ont les renseignements, c'est pas la société civile qui a les renseignements, donc c'est lui qui connaît la nature des menaces. Donc, il invite la classe politique à des discussions régulières pour voir comment on peut contenir le mal et demander à chacun une contribution patriotique pour guérir le mal. Mais là, le pouvoir de Lomé en fait une exclusivité, un problème personnel. Donc, il n'y a pas d'information qui filtre. Il n'y a pas de trucs. Donc, les gens sont laissés à eux-mêmes et les gens essaient de se débrouiller. Voilà. Mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est de mettre les projecteurs sur ce qui se passe dans la zone et surtout de parler des problèmes de pauvreté. Parce que la pauvreté est un véritable terreau fertile à ce genre de choses. Parce qu'il suffit de donner 300 000, 500 000 bien de promettre une moto à une jeune que de l'enrôler dans cette aventure sans issue. C'est ça. Donc nous, c'est de voir quels sont les projets qui ont été financés pour développer la zone mais qui n'ont pas marché, quelles sont les opportunités dans cette zone-là qu'on n'a pas pu exploiter et dire aux gens, mais écoutez, si on avait fait les routes, si on avait conçu les écoles, si on avait conçu des centres de formation, si on avait fait ci et ça, peut-être aujourd'hui, ces gens vont venir, mais beaucoup de jeunes ne vont pas succomber à leur appât, quoi. Donc, on fait déjà de la dénonciation, c'est déjà une bonne chose. On n'a pas d'autre pouvoir que ça. Merci, Razak, merci bien. Noé, t'as fini ta question? Mais tu as une autre question. Non, je crois que sinon je vais Dagba en fait, vraiment, parce que je sais que monsieur Haïté plutôt a dit qu'il aurait fallu limite appeler les opposants, se mettre ensemble pour faire quelque chose, mais j'ai envie de dire que est-ce qu'on a vraiment des opposants dans notre pays, si je peux. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de langue de bois. Donc, avec beaucoup de respect, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, de façon, comment je dirais ça, de façon conventionnelle, en se fondant sur les tests, il y a quand même un chef de file de l'opposition, qui est d'ailleurs de la région. Si on prend l'Assemblée nationale, aujourd'hui, le chef de file de l'opposition est de la région des Savanes, c'est là où il a été même député. J'aurais bien souhaité qu'il puisse au moins nous donner son avis sur le rapport de la fondation Konrad Adenauer, au moins en tant que chef de file de l'opposition entre griffes et responsable politique originaire de la zone et puis économiste aussi. Il aurait pu, ou bien il peut au nom de son parti sortir une analyse assez fouillée de la situation et peut-être esquisser des pistes de solutions. Voilà, bon, mais peut-être ça va venir, je n'en sais rien. Merci infiniment. Merci monsieur Milawe et monsieur Haïté. Merci à vous. Oui. Merci Noé. Razak, oui, ta question? Oui, monsieur Ferdinand, à vous voir parler tout à l'heure, j'aimerais poser la question ou bien dire un point de vue. Donc, sur le terrain, ceux qui sont au Togo, est-ce que la question, la sensibilité du terreau, est-ce que nous pouvons amener ça Quand vous voulez aborder ce sujet, on a vite fait de vous coller, c'est pas une infraction, un délit ou un crime, et de vous jeter en prison. Je vous ai déjà dit qu'il y a des journalistes qui étaient dans la zone, qui travaillaient de temps en temps, qui faisaient quelques articles, mais qui ont été arrêtés, et certains se sont exilés. Donc voilà, il faut faire très attention.
Merci beaucoup, Ferdinand. Merci pour la réponse. Et ça nous va au cœur. C'est une réponse propre à nous tous qui sommes sur le panel de pouvoir tirer nous-mêmes nos propres conclusions par rapport à ceux qui sont sur le terrain, les affaires de terreau et autres là. C'est un sujet qui est très sensible et que nous devons faire attention. Merci beaucoup. Oui, mais Razak, ne dormez pas sur vos lauriers quand même. Hein. Je sais que ça fait votre affaire, mais quand même, il faut quand même dénoncer un temps soit peu. Comme disait monsieur Ferdinand, si je peux me permettre, messieurs, c'est au moins quand même continuer à dénoncer la pauvreté grandissante qu'on a quand même dans le pays. Et à force de parler un peu, parfois, on peut avoir un petit sujet de terreau qui rentre dedans. S'il faut même faire attention, c'est-à-dire, comme je le dis toujours, les miens même les blancs, mais les gens blancs, il y avait tes tours, là, ouais. Il faut quand même faire attention, certes. C'est-à-dire qu'en combattant mort, on n'est plus en combattant. Donc, mais essayons quand même de faire notre part, comme vous avez dit au début. Si je peux me permettre, hein, monsieur Haïté. Voilà. Madame Noé, oui, monsieur Ferdinand a parlé en long et en large. Il a été clair avec nous tous. Vous voyez un peu. Donc, c'est à nous-mêmes de tirer les conclusions, de faire des analyses et de tirer les conclusions. Moi, je ne sais même plus quelle zone d'ombre il y a encore. Il a tout dit. Il a nous éclairci. Merci. Ok, merci Razak. Charles, bonjour. Une question? Charles, ton micro est fermé. Charles 1, Charles 2, Charles 3, il n'est pas là. On passe à... Nous avons une méconnaissance. Attendez, il ne faut pas ouvrir le micro comme ça. Attendez, doucement, d'accord? Oui, je vais chercher les textes qui ont été votés là, et puis je vais les donner à Ditri. Je vais chercher les textes. Je pense qu'il y a des textes qui ont été votés. Et vous savez même qu'aujourd'hui, le financement des ONG est très limité. Et tout ça, ça rentre dans les dispositions. Dans le financement des terreaux. Non, c'est-à-dire, comme je le disais tantôt, les pouvoirs en profitent pour restreindre un certain nombre de libertés que les gens avaient. Aujourd'hui, sous prétexte qu'on lutte contre les terreaux, vous avez vu que le ministre de l'administration territoriale a sorti des circulaires pour dire que toutes les ONG maintenant doivent rendre des rapports au ministère de l'administration territoriale et leurs financements sont contrôlés et tout ça. En fait, c'est aussi une manière de limiter aussi le financement des organisations de la société civile qui ne sont pas pour le pouvoir. Donc, on en profite pour fermer, pour boucher tous les circuits de financement, y compris les financements que des gens reçoivent pour promouvoir la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et tout ça. Ah oui, tout est bien calculé, tout est bien fait exprès. Ah ouais. Alors, Bintou, je peux terminer rapidement. Oui. Une dernière question pour M. Ferdinand. Pourquoi notre gouvernement, avec tant de casernes que nous avons dans la région, là, et prend le truc de Babu là, à la légère comme ça? Parce que les Burkinabés les poursuivent beaucoup, donc les gens là, ils cherchent maintenant, ils sont rentrés chez nous et puis commencent à décapiter les villageois de l'autre côté. C'est très grave. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi là. Il faut dire que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'informations comme quoi ils ont des bases chez nous. Ils n'en ont pas. Ils font des incursions. C'est-à-dire, ils ne sont pas installés sur notre territoire. Ils font des incursions et puis ils ressortent. Ils sont beaucoup plus dans le sud du Burkina, dans le sud du Niger, donc ils ont une grande zone qui leur permet de manager leur scénario. Et puis vous savez que le Pendjari, c'est une très grande zone qui est difficile à contrôler. C'est une forêt classée, plein d'animaux, tout ça. Et donc ils ont des cachettes. Et donc de temps en temps, quand ils sont acculés de l'autre côté, ou bien ils veulent élargir un peu leur zone d'influence, ils font des agressions vers nous et puis ils replient, ils ne restent pas sur notre territoire. Mais comme les agressions deviennent de plus en plus récurrentes, ça prouve que la menace est réelle. Et quand ils viennent aujourd'hui, ils viennent avec des armes beaucoup plus sophistiquées, parfois qu'ils ont récupérées chez nous-mêmes. Par exemple, ils ont fait des attaques chez nous, ils ont récupéré des Dur-7. Vous connaissez la Dur-7, c'est une arme assez redoutable qui tire sur une très longue distance. Donc,
Il y a même une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux quand ils ont attaqué une base avancée de l'opération Kondjouaré. Vous allez voir comment les militaires togolais fuyaient le camp. Et eux, quand ils sont arrivés, ils ont récupéré toutes les armes là-bas. Ils ont emporté des armes assez sophistiquées. Et avec ça, ils peuvent revenir attaquer à tout moment. Et donc, pourquoi on n'arrive pas à les contenir? Je pense qu'on a passé tout le temps à le dire ici tout à l'heure. Nous avons suffisamment quand même de militaires au Togo. Et je pense qu'ils ne sont pas là seulement pour les défiler, pour montrer qu'on a des militaires qui défilent bien. Normalement, on devait les déployer massivement sur cette zone-là et essayer de contenir la menace. Mais bon, comme je l'ai dit tantôt, les militaires au Togo aussi, c'est pour protéger le pouvoir. Et quand on les déploie beaucoup plus nombreux sur le théâtre des opérations, peut-être que le pouvoir craint que ça peut être une faiblesse que d'autres adversaires peuvent exploiter. Donc voilà. Merci. Chris, bonjour, ouvre ton micro, tu as une question? Non, je n'ai pas une question, c'est juste pour vous encourager, vous dire merci infiniment pour le travail et dire merci aussi au grand frère Ferdinand. Vraiment, on ne sait quoi dire, si c'est pas dire merci, beaucoup de courage pour qu'il continue dans ce droit chemin. Et parce que le travail que Ferdinand fait les dimanches, vraiment, c'est un travail très remarquable. Et vraiment, on tient sincèrement, tout le peuple togolais tient à le remercier. Et là où il est, que Dieu lui protège, quoi, qu'il lui donne encore une longue vie. Et Dimitri Emina, merci aussi infiniment pour le travail. Alors, ce que j'aimerais ajouter, et je voulais, Ferdinand, grand frère Ferdinand, il faut essayer aussi de voir nos leaders. Ce que font, bon, ceux qui ont créé des groupes, et puis, bon, parce que depuis un certain temps, je vois que les gens s'attaquent entre eux, mais comme ça, le parti au pouvoir va se moquer de nous, parce qu'on a un seul objectif. Si aujourd'hui, entre nous, on n'arrive pas à se pardonner, à chaque fois, il faut une guerre sur les réseaux sociaux, c'est pas bien, quoi. Nous tous, on a un seul objectif, c'est de faire quitter ce régime. Mais chaque fois sortir sur les réseaux, l'autre a fait ceci, et il n'y a pas un pardon. Parce qu'un leader, c'est comme c'est un dépotoir, quoi. Il y a certaines choses qu'il faut accepter, il y a certaines choses qu'il ne faut même pas répondre. Je donne l'exemple de le grand frère Ferdinand, c'est pas à toute chose il répond. C'est pas à toute chose. Donc, le chemin est devant toi et si tu es leader, c'est à toi de donner l'exemple et puis oublier certaines choses, quoi. Ne pas considérer toutes choses, quoi. Ouais, donc, c'est ce que moi j'ai. Et félicitations à vous et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Oui, il y a quelqu'un grand frère Ferdinand, j'ai ajouté quelque chose. Et avant-hier, le mardi, je suis allé au cours d'appel pour voir un juge. Je suis allé à la cour d'appel, quoi. Je suis allé, j'ai fait presque 3 heures du temps. Non, le magistrat, mais vous n'avez pas un groupe électrogène? Il me dit ben, que depuis qu'on a amené le groupe électrogène, ils n'ont jamais démarré ça. Il dit, mais comment ça? Ils ont mis un groupe là-bas à côté. C'est de là ils ont mis un groupe là-bas. Ils ont un groupe là-bas, je pense que depuis qu'ils ont installé. Ils ont acheté par l'Union européenne dans le cadre de la modernisation de la justice et le groupe n'a jamais démarré. Et même la cour d'appel qui est là-bas, qui a été construite sur financement de l'Union européenne, ça a été mal construit. Les bureaux sont en train d'être, comment on appelle ça, il y a des fissures dans la dalle et dans les murs, alors que ça a été construit il n'y a pas très longtemps. Donc bon, vous voyez comment les choses se passent au Togo. Quand il y a l'impunité, c'est ça.
Donc, voilà. Même le tribunal de Lomé, c'est quand on a voulu faire le procès de Félix Katanga qu'on a mené un groupe. Je ne sais pas si le groupe est toujours là ou bien après le procès, ils ont emporté ça. Le groupe est là pour embellir la cour. Bon, voilà ce que je peux dire. Poser une Razak, question. oui, tu avais une question, oui, vas-y. Bon, je vais vous laisser dans 2 minutes. Ah oui, Razak, pose ta dernière question avant que... Oui, Monsieur Ferdinand, vous avez souvent l'habitude de dire que c'est parce que nous n'avons pas les vraies informations que nous faisons de fausses analyses. Ces propos-là que vous tenez, ça me fait beaucoup réfléchir et je me suis dit que est-ce que cette information-là se limitait seulement à l'AES ou bien ça ne s'étend pas même jusqu'à nous-mêmes les Togolais, les lambda, ainsi que d'autres de la diaspora. Parce que quand je communique avec certains frères qui sont au Togo, je leur parle de la politique, de la vie de leur nation, ils ont tendance à mentir ou bien à se dédouaner des fausses rumeurs et partir. C'est-à-dire, ils ne font pas des analyses. Mais est-ce que ce n'est pas important aussi à nous, Togolais, d'aller chercher l'information pour pouvoir faire de vraies analyses et tirer des conclusions? Merci. Oui, vous avez parfaitement raison, mais c'est ce que Djitré Milawe font ici. Vous allez constater que depuis qu'ils font leur panel, ils ne parlent que des rapports. Donc des choses qui existent, que tout le monde peut contrôler, que tout le monde peut vérifier. Et c'est sur la base de ces rapports-là, chacun peut faire son analyse. Et depuis qu'ils ont commencé par faire ça, ça a commencé par ouvrir les yeux à beaucoup de Togolais. Par exemple, nous, vous savez qu'on avait fait, dans nos enquêtes, on avait fait les Panama Papers et toutes les enquêtes qu'on a eu à faire. Et quand on parle de l'ITIE, j'en faisais des commentaires dans l'autre journal, mais à ce moment, il n'y avait pas encore, il y avait YouTube, mais il n'y avait pas encore TikTok et tout ça, donc beaucoup de gens n'étaient pas intéressés. Mais depuis que nos deux compatriotes ont pris sur eux la responsabilité chaque samedi de décortiquer un rapport, vous allez constater que ça intéresse de plus en plus les Togolais et ça ouvre les yeux aux gens. Et on vous dit par exemple qu'il y a un rapport un rapport qui met, je sais pas, on nous a dit dans la semaine qu'il y a un rapport qui incrimine l'OTR. Bon, on n'a pas ce rapport. Mais on a entendu à l'Assemblée, on a voté, je sais pas, on a voté une loi à l'Assemblée pour réformer l'OTR et on nous dit qu'il y a un rapport, il y a un audit. Dans cet audit-là, c'est de la responsabilité, par exemple, de ceux qui sont dans la classe politique. Bon, nous, les journalistes, on va le chercher, mais les gens qui combattent aussi le pouvoir, ceux qui sont à l'Assemblée, ceux qui sont dans la société civile, ils ont le droit de demander une copie de ce rapport au gouvernement ou à l'État en disant, mais donnez-nous quand même une copie de ce rapport qui incrimine l'OTR et qui nécessite aujourd'hui que vous votiez une nouvelle loi pour réformer l'OTR. Et donc, ce travail qui est en train d'être fait aujourd'hui et sur lequel nous intervenons est un travail louable et ça permet de repousser les frontières des fausses informations, de repousser les frontières des rumeurs et de permettre aux gens d'aller eux-mêmes s'approprier ces rapports-là, de les lire et de les comprendre. Donc, je pense que c'est ce travail qu'il faut continuer par faire. Après, pour le reste, bon, le temps même permet aux gens de comprendre. Merci beaucoup, Ferdinand, merci beaucoup. Et donc, en conclusion, nous ne pourrons pas parler dans les lieux publics de l'affaire de Théo, ni dans les rassemblements pour sensibiliser les gens dits. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Attention, j'ai pas dit ça. J'ai dit, quand vous voulez quand même aborder ces sujets, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que quand quelqu'un veut tenir, il a vite fait d'évoquer la loi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quand on a jeté notre compatriote affectueux en prison, il n'a écrit qu'un poème. Mais aujourd'hui, on lui colle des histoires. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, comme on sait que c'est des sujets qui sont sensibles, si vous voulez les aborder, sachez quel aspect vous abordez, quoi. Si vous allez dire, par exemple, sur la place publique, que il y a eu une attaque et il y a eu 20 morts, alors que vous n'avez aucune preuve qu'il y a 20 morts, on peut vous arrêter. En gros, il faut se référer au rapport, à un article, quelque chose qui a dit ça. Ou bien, j'ai un frère dans l'armée qui m'a dit qu'on a attaqué, il y a eu 20 morts, alors que vous n'avez pas la possibilité de prouver qu'il y a les 20 morts.
Donc, il faut faire très attention. C'est ce que moi je dis, mais je ne dis pas de ne pas aborder le sujet, mais il faut savoir quel aspect du sujet il faut aborder sur la place publique pour éviter des ennuis. Parce que celui qui veut vous arrêter, il peut inventer n'importe quoi pour vous arrêter. Voilà, le message est clair et limpide. Hein. Merci, il faut Ferdinand. Avant que vous ne partiez, et Ferdinand, avant de sans que partir, ce soit une question. la page Facebook, c'est bon, c'est ok, tout est bon. Non, c'est pas encore récupéré, mais on fera le live sur J'avais notre une page. question pour Ferdinand. Oui. Pourquoi ce n'est pas certifié? Ok. Non, c'est un grand journal. On met ça en prière. Nous devons le certifier. Il y a une procédure de Facebook parfois. Faux Ferdinand, avant que vous ne partiez, pourriez-vous peut-être nous mettre l'eau à la bouche en nous dressant un sujet que vous allez soulever demain lors de la grande messe? Non, je préfère que demain on découvre ensemble. Excusez ma perspicacité. Le malin. Non, on parlera de tout ce que nous savons déjà, donc il n'y a pas de souci. Il y a pas de... Est-ce que je peux avoir une question? Oui, oui.